Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines ont érigé des interdits fondamentaux qui semblent transcender les frontières culturelles, temporelles et géographiques. Parmi ces interdits, celui de l'inceste, associé à la notion de tabou, apparaît comme une constante anthropologique troublante. Comment expliquer que des civilisations, si éloignées et si diverses, aient convergé vers de semblables prescriptions morales? En 1912, Sigmund Freud propose dans Totem et Tabou une hypothèse audacieuse. Les fondements des sociétés humaines et des systèmes moraux trouveraient leur origine dans des structures psychiques profondes, héritées d'un passé primitif. Comment, selon Freud, le totémisme et le tabou structurent-ils à la fois la naissance de la civilisation et l'inconscient individuel? Pour répondre à cette question, nous étudierons d'abord la fonction du totem dans les sociétés primitives et son rôle dans l'interdiction de l'inceste. Puis nous analyserons la notion de tabou comme expression de l'ambivalence des sentiments. Enfin, nous montrerons comment Freud relie l'animisme, la magie et le développement de la culture humaine à la dynamique du désir et de la répression inconsciente. Dans son ouvrage Totem et Tabou, Sigmund Freud s'attache dès le premier chapitre à démontrer l'importance fondamentale du totémisme dans l'organisation des sociétés primitives. Il s'appuie principalement sur l'exemple des tribus aborigènes d'Australie, lesquelles offrent, selon lui, une illustration particulièrement pure de ce système ancien. Le totem est défini comme un être naturel, le plus souvent un animal, mais parfois aussi une plante ou un phénomène climatique investi d'une valeur symbolique capitale. Pour les membres d'un clan, le totem représente à la fois un ancêtre mythique, un esprit protecteur et une source d'interdiction sacrée. Chaque individu est ainsi affilié par la naissance à une lignée totémique, laquelle prescrit un ensemble de devoirs sociaux, parmi lesquels figure l'interdiction stricte d'entretenir des relations sexuelles ou de contracter un mariage avec un membre du même totem. Cette règle fondamentale pour la tribu constitue une prohibition de l'inceste, mais élargie au-delà de la simple consanguinité biologique. Freud observe que dans ces sociétés, la parenté n'est pas définie exclusivement par le sang, mais aussi et surtout par l'appartenance au même totem. En conséquence, les liens de solidarité et d'interdiction sexuelle s'organisent non pas autour de la cellule familiale au sens restreint, mais autour de la communauté totémique. Ce mécanisme impose une exogamie systématique, qui oblige les membres d'un clan à chercher leurs partenaires sexuels et matrimoniaux à l'extérieur de leur groupe totémique. Cette pratique a des effets sociaux essentiels. Elle renforce la cohésion entre clans, élargit les alliances et évite la concentration excessive de liens de parenté, ce qui pourrait être biologiquement néfaste. Freud souligne également que dans les sociétés aborigènes, la transmission du totem était à l'origine matrilinéaire, avant d'évoluer dans certaines sociétés vers une filiation patrilinéaire. Ce mode de transmission accentuait la séparation entre groupes et consolidait ainsi l'interdit de l'inceste, en instaurant une organisation où frères et sœurs, bien qu'élevés ensemble, appartenaient à des catégories sociales strictement différenciées par le totem. Cependant, Freud va plus loin. Il ne se contente pas de décrire l'efficacité sociale du totémisme. Il en cherche l'origine psychologique profonde. Pourquoi cette obsession pour l'interdiction de l'inceste, qui traverse les cultures et les âges? Freud avance une réponse audacieuse. Cette interdiction résulte d'une crainte inconsciente, profondément ancrée dans la structure psychique humaine. Contrairement à ce que suggérerait une analyse strictement fonctionnelle ou biologique, il ne s'agirait pas simplement de prévenir des dégénérescences génétiques, mais bien de réprimer des pulsions sexuelles infantiles. Freud, s'appuyant sur ses observations cliniques des névroses modernes, remarque que le désir incestueux persiste à l'état latent chez l'adulte, bien qu'il soit vigoureusement refoulé. Dans les sociétés primitives, privées des mécanismes complexes du refoulement psychique propre aux cultures plus développées, cette pulsion aurait trouvé une forme d'extériorisation dans l'élaboration d'interdits socio-collectifs, le système totémique. Autrement dit, là où l'individu civilisé refoule intérieurement ses pulsions interdites, le primitif les ritualise collectivement sous la forme de règles sociales inviolables. L'interdiction du mariage au sein du même totem devient alors l'expression institutionnalisée d'une lutte archaïque contre les désirs inconscients. En se projetant à l'extérieur sous forme de lois sacrées, le conflit psychique interne est canalisé, transformé en normes sociales et ainsi domestiqué. Ainsi, Freud propose de voir dans l'organisation totémique non seulement un mode d'organisation sociale efficace, mais surtout une solution psychologique, un compromis historique entre le désir et l'interdit, entre les pulsions instinctives et la nécessité de les contrôler pour assurer la survie collective. Cette perspective novatrice permet de comprendre que ce qui nous apparaît aujourd'hui comme des institutions culturelles, exogamie, alliance, interdits sexuels, n'est, au fond, que la manifestation collective d'une réalité psychique individuelle universelle. Elle ouvre également la voie à une lecture plus profonde des sociétés humaines. Toute civilisation ne serait, selon Freud, qu'une construction fragile érigée sur le socle mouvant de nos désirs refoulés. Après avoir exposé le rôle central du totémisme dans la structuration des interdits sociaux, Freud poursuit son analyse en s'attachant à une autre institution primordiale, le tabou. Ce concept, d'origine polynésienne, désigne simultanément ce qui est sacré et ce qui est interdit. En cela, il révèle d'emblée une tension interne.
le tabou inspire respect et crainte, attirance et rejet, fascination et horreur. Freud montre que le tabou ne saurait être réduit à un simple ensemble de règlements sociaux arbitraires. Il constitue l'extériorisation sociale d'une ambivalence émotionnelle profondément enracinée dans la psyché humaine. Chaque personne ou objet frappé de tabou est perçu comme porteur d'une double charge affective, à la fois vénérée et redoutée. Prenons l'exemple du chef tribal. Il est sacré, porteur du mana, cette force mystérieuse et puissante. Mais, en même temps, il doit être évité. Ces sujets le respectent profondément, mais ils ne peuvent le toucher sans risque de profanation. De même, le mort est honoré par des rites funéraires élaborés, mais il est également craint. Son esprit, susceptible de hanter les vivants, est tenu à distance par des rituels d'apaisement. Selon Freud, ces observations empiriques trouvent leur explication dans les dynamiques profondes mises au jour par la psychanalyse. À la base du tabou se trouve une ambivalence affective typique des relations humaines les plus intenses, notamment celles qui unissent les enfants à leurs parents. L'enfant nourrit simultanément un amour passionné et une hostilité latente à l'égard de ses figures parentales, source d'affection mais aussi de frustration et d'interdit. Le tabou, dès lors, apparaît comme une institutionnalisation sociale de cette ambivalence. Il codifie, extériorise et contrôle les sentiments contradictoires que l'individu ne peut résoudre intérieurement. En interdisant certains contacts, certaines paroles ou certaines actions, il évite que les pulsions hostiles refoulées ne s'expriment librement, tout en reconnaissant tacitement leur existence. Un processus historique accompagne cette évolution. Freud explique que le passage du tabou naturel au tabou religieux constitue un changement de registre mais non de nature. Initialement, le tabou repose sur la croyance immédiate en une force dangereuse émanant de certains êtres ou objets. Progressivement, avec le développement des croyances religieuses, ces forces sont personnifiées en divinité, et les interdictions deviennent des commandements sacrés. Le tabou est ainsi rationalisé, sacralisé, mais conserve sa fonction originelle, réprimer et contrôler les désirs inavouables. Freud identifie ici une constante anthropologique. Sous l'apparente diversité des formes sociales et religieuses, une même structure affective universelle se manifeste. La peur de ses propres désirs, la honte face aux pulsions inconscientes, et la nécessité de maintenir l'ordre social par l'imposition d'interdits sacrés forment le socle commun de toutes les civilisations humaines. Le tabou, loin d'être une simple superstition des sociétés dites primitives, révèle ainsi des mécanismes fondamentaux à l'œuvre dans toutes les cultures, y compris la nôtre. Il incarne la tension permanente entre l'expression pulsionnelle et la nécessité de la répression pour garantir la coexistence sociale. À travers l'analyse du tabou, Freud propose donc une théorie puissante, celle selon laquelle la société elle-même est construite sur la gestion collective de l'ambivalence affective individuelle. La civilisation serait en fin de compte l'œuvre d'une sublimation collective, où la peur du désir interdit engendre les formes les plus élevées de la culture humaine. Dans la continuité de son exploration des origines de la vie sociale et des institutions humaines, Freud élargit dans les chapitres suivants de Totem et Tabou sa réflexion à des concepts clés, l'animisme, la magie et la naissance de la pensée religieuse. Son ambition est de montrer que les représentations primitives du monde ne relèvent pas seulement de l'ignorance scientifique, mais d'une logique psychique spécifique, enracinée dans les mécanismes de l'inconscient. L'animisme, premier stade de la pensée religieuse selon Freud, repose sur l'idée que tous les éléments du monde, objets, animaux, phénomènes naturels sont dotés d'une âme ou d'un esprit. Les montagnes parlent, les rivières ressentent, les arbres protègent ou punissent. Freud interprète cette croyance non comme une erreur naïve, mais comme une projection du monde intérieur sur le monde extérieur. Ce que l'homme primitif ressent ou désire, il l'impute spontanément aux éléments de la nature. Cette étape n'est pas sans rappeler, souligne Freud, une phase infantile du développement psychologique. Chez l'enfant, comme chez le primitif, domine l'illusion de la toute-puissance des pensées. Croire qu'un souhait intense peut provoquer sa réalisation, qu'une colère peut blesser, qu'un désir peut transformer le monde. Penser, pour eux, c'est déjà agir. Cette confusion entre la vie psychique et la réalité matérielle constitue, selon Freud, le socle des premières pratiques magiques. La magie primitive s'enracine donc dans cette croyance que les idées ont une force causale directe sur le monde. Les rites, les incantations, les gestes symboliques n'ont d'autre but que d'agir sur la réalité par l'intermédiaire de la pensée et du désir. Cette logique magique précède historiquement l'élaboration des techniques rationnelles. Elle est l'expression première de la volonté humaine de contrôler un environnement hostile. Cependant, Freud insiste, ce rapport immédiat et fusionnel au monde n'est pas destiné à perdurer. Le désenchantement progressif du monde, c'est-à-dire la reconnaissance progressive de l'altérité radicale de la réalité extérieure, ne se réalise qu'au terme d'une profonde mutation psychique. Cette transformation implique une limitation du narcissisme infantile, un refoulement des désirs omnipotents, et l'acceptation douloureuse que l'univers n'est pas soumis à la toute-puissance du moi. C'est dans ce contexte qu'émergent les religions. Celles-ci reprennent certains mécanismes de l'animisme, mais les transforment profondément,
les forces naturelles sont personnifiées en dieux dotés de volonté propre, les tabous magiques se muent en commandements divins. Les rites magiques deviennent des actes liturgiques, insérés dans un système de croyances plus structuré. Mais la dynamique sous-jacente demeure la même. Il s'agit encore de négocier avec les forces invisibles, de chercher à maîtriser symboliquement ce qui échappe au contrôle humain. À travers cette évolution, Freud identifie un processus de civilisation. La culture ne surgit pas brutalement, mais est le fruit d'une élaboration progressive de l'expérience humaine. Le refoulement des pulsions immédiates devient plus massif, créant un surcroît d'angoisse mais aussi de stabilité sociale. La construction de normes sociales, interdits, lois, coutumes devient nécessaire pour contenir les désirs primitifs. L'émergence du surmoi collectif, instance intériorisée de la morale et de l'autorité, garantit l'ordre social et individuel. Ce surmoi collectif est, selon Freud, l'héritier direct des anciens tabous et interdits magiques. Il interdit, culpabilise et punit intérieurement ce que la société a déclaré dangereux ou sacré. Ainsi, la culture humaine peut être vue comme l'aboutissement d'un double mouvement, la répression des désirs archaïques et leur sublimation dans des formes sociales, artistiques et religieuses. Cependant, Freud souligne aussi la fragilité de ce processus. Sous la surface polie de la civilisation, sous les rites raffinés des religions, persistent les désirs infantiles, les angoisses magiques, les peurs irrationnelles. L'inconscient humain demeure peuplé des vestiges de cet âge où penser, c'était agir, ou désirer, c'était posséder. Ainsi, les rites religieux, les coutumes sociales, et même les tabous modernes ne sont pas des créations. Ils représentent la transformation progressive, mais jamais complète, d'un passé dominé par la pensée magique et par les passions infantiles. La modernité n'a pas éradiqué l'animisme, elle l'a transfiguré en droit, en morale, en dogmes abstraits. Ce passé survit en nous, dans nos institutions comme dans nos inconscients. À travers totems et tabous, Freud propose une lecture révolutionnaire des origines de la civilisation. Il montre que les institutions sociales, les systèmes religieux, et même nos valeurs morales les plus fondamentales ne sont pas des créations rationnelles, mais les résultats d'une histoire affective profondément enracinée dans l'inconscient collectif. Le totem incarne la nécessité de contenir les désirs incestueux par la création d'interdits exogamiques. Le tabou exprime la lutte intérieure entre l'amour et la haine, et révèle l'importance de la culpabilité inconsciente dans la construction du lien social. Enfin, l'animisme et la magie sont les premières tentatives de l'homme pour donner sens à un monde qu'il pense encore pouvoir contrôler par ses désirs. En ce sens, Freud nous invite à voir la civilisation non comme un édifice purement rationnel, mais comme le reflet sublimé de nos pulsions primitives. Le vernis de la culture recouvre une réalité plus obscure, celle de l'éternel conflit entre nos désirs, nos peurs et nos nécessités sociales. Ainsi, en relisant Freud aujourd'hui, nous comprenons mieux que les interdits qui régissent notre monde moderne ne sont pas si éloignés des tabous ancestraux. Ils en sont peut-être la forme la plus raffinée, mais non la moins fragile. En chaque époque, en chaque société, le vernis de la culture peut se fissurer, révélant alors les tensions primitives que l'humanité s'efforce, depuis l'aube des temps, de contenir. Ainsi, totem et tabou n'est pas seulement une théorie sur les peuples anciens, c'est un miroir tendu à notre propre modernité. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!